Bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en direct pour parler actualité. Nous continuons de parler du Covid-19, mais cette fois-ci en zoomant peut-être sur un aspect qui n'a pas été très abordé dans les médias. Nous parlons donc de coronavirus chez l'enfant, un volet négligé ou omis à juste titre, puisque les enfants n'ont pas été très affectés par la pandémie du coronavirus. En Algérie, il représente moins de 5% de l'ensemble des cas contaminés. Je rappellerai toutefois l'infection cette semaine de 12 enfants cancéreux par le coronavirus au niveau de l'établissement l'émir Abdelkader à Oran, donc à l'ouest du pays. Dans cette émission également, on parlera de l'aspect psychologique, comment nos enfants vivent-ils cette pandémie et puis comment les aider à vivre au mieux cette situation inédite et qui semble surtout s'éterniser. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui professeur Esma Osaddiq. Vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital Drit Hossein à Alger. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Bienvenue. Je reçois également le professeur Abdelrahman Boufersaoui. Vous êtes vous êtes spécialiste en pneumoallergologie pédiatrique à l'hôpital Baïnem à Alger également. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Bienvenue, merci à vous. Et j'aurai également par Skype, à partir de Paris, donc en France, docteur Khaldi Shahrazad. Vous êtes pédiatre, vous êtes médecin-chef du soin de suite de rééducation, réadaptation pédiatrique au niveau de l'UGCAM en Île-de-France. Vous êtes également directrice de la stratégie médicale du groupe UGCAM. Je rappelle que UGCAM signifie l'Union de gestion des établissements de l'assurance maladie. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous pour votre disponibilité. On parle des enfants et du Covid d'une manière générale, donc de l'aspect clinique, mais aussi de l'aspect psychologique. Alors ma première question, professeur Osaddiq, est-ce que vous pensez que finalement les enfants sont les grands oubliés de cette pandémie ? Alors, oubliés, probablement pas. Mais moi, j'ai souvent entendu parler des enfants, en tout cas sur les répercussions du coronavirus, les répercussions du confinement. Je l'ai entendu sur sur les radios, oui. sur les plateaux télé. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé des répercussions du Covid. Ce qu'on a moins entendu, c'est les chiffres concernant les enfants. Combien d'enfants ont été atteints Voilà, peut-être Dr Boufersaoui nous pourra en dire plus. Mais on n'a pas eu de chiffres témoignant du nombre d'enfants touchés, de nombre d'enfants et adolescents d'ailleurs. Hein. On n'a pas eu beaucoup de chiffres. Alors même question pratiquement, professeur Boufersaoui, est-ce que les vous grands pensez oubliés, non. Les grands oubliés, non, parce que nous, dans les hôpitaux, dans les... Vous m'avez pas laissé poser ma question, hein, professeur. Parce que vous avez dit que c'est la même question. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont été très peu pris en compte dans cette pandémie, les enfants ? Non, ce n'est pas les grands oubliés, parce que dès le début de cette pandémie, de cette épidémie ici en Algérie, nous avons été préparés justement à cette pathologie, bien sûr avec la collaboration du ministère. Et donc, dans tous les établissements, que ce soit les établissements hospitaliers ou les EPSP, on a informé par le biais du ministère de l'éventuelle présence de cette pathologie chez l'enfant. Et donc, on a, d'ailleurs, dans tous les hôpitaux, vous allez trouver des unités Covid. Covid, c'est-à-dire ça va de la consultation, de l'accueil des enfants qui présenteraient au conditionnel les symptômes du Covid, que les hospitalisations dans certaines, d'ailleurs, dans certains services de pédiatrie sur Alger ou sur ailleurs, il y a eu des enfants qui ont été hospitalisés. Et donc, depuis le 22 avril, en plus, il y avait une instruction ministérielle qui a été envoyée à toutes les structures sanitaires et qui parlait sur les recommandations de la prise en charge diagnostique et thérapeutique du Covid-19 chez l'enfant. Oui. Docteur Khaldi, j'aimerais vous faire réagir à peu près sur la même question. Pourquoi on a l'impression que les enfants ont été très peu pris en compte dans la crise due au coronavirus ? En fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas été pris en compte, ils n'ont pas été pris en compte. Cependant, le fait de leur parce qu'ils ne sont pas dépistés, parce qu'ils ne sont pas symptomatiques, donne cette impression. En réalité, très vite, et dès que
l'épidémie s'est installée et la pandémie ensuite a été déclarée Docteur par... Oussedir, est-ce que vous pouvez mettre vos écouteurs, s'il vous plaît? Docteur Khaldi, est-ce que vous pouvez mettre des écouteurs parce qu'on n'arrive pas vraiment à bien vous entendre? Alors, je vous propose de passer à une autre question de notre invité, le temps que je retrouve les écouteurs. J'en ai 2 secondes. Oui. Alors, professeur Oussedir, on parle des enfants et aujourd'hui on a quand même quelques mois de recul. Est-ce qu'on doit finalement s'inquiéter des répercussions psychologiques éventuelles sur nos enfants suite à cette crise inédite, je dirais? Alors, concernant les enfants, la première des choses, c'est que les enfants ont appris de nouveaux mots. Tous les enfants autour de nous ont appris des mots qu'ils ne connaissaient pas avant. Pandémie, confinement, distanciation sociale. Ce sont de nouveaux mots que tous les enfants et nos adolescents ont appris. Et puis nous, on pensait au tout début qu'ils n'allaient pas du tout être touchés par le virus. Et puis finalement non, puisqu'on a eu des cas, puisqu'il y a eu des cas qui ont été répercutés chez nous et puis ailleurs. Après les enfants, ils ne sont pas tous égaux devant le confinement. C'est pas tant le corona en lui-même, le virus en lui-même, mais c'est les conséquences et c'est les choses qui ont été associées au virus et à la pandémie. C'est essentiellement le confinement. Je pense que les enfants ont beaucoup plus souffert. Vous pensez que le confinement est une situation à risque? C'est une situation qui a fragilisé certains enfants. Alors ils ne sont pas tous égaux de par l'âge. On ne va pas vivre le confinement de la même âge quand on est un nourrisson, quand on est un jeune enfant, quand on est un adolescent. Les très jeunes enfants, en fait, ils ont profité du confinement parce que leurs parents étaient confinés avec eux. Absolument. Et du coup, ils ont été plus dans l'interaction avec leurs parents. Pour les enfants un peu plus grands, ça a été compliqué. Plus difficile parce qu'il y a eu l'arrêt de l'école, des activités sportives, des activités culturelles, des activités sociales. Et puis en plus, ils ne sortent pas. Il y a des enfants qui sont confinés pendant 3 mois, ils ne sont pas sortis. Donc voilà. Après, il y a l'aspect de où est confiné l'enfant. On n'est pas confiné de la même manière si on est confiné dans une petite maison, dans un petit appartement. L'aspect, j'ai envie de dire, des lieux. Oui. De l'espace social, absolument. De l'espace. Oui, de l'espace. C'est-à-dire, pour les personnes qui vivent en promiscuité, ce n'est pas pareil comme une personne ou dans des tout petits espaces. Voilà. C'est pas pareil quand c'est un enfant qui a une maison avec un petit jardin ou avec des espaces un peu plus grands. Après, un autre aspect, donc au-delà de l'âge, de l'espace, il y a aussi, on n'est pas confiné de la même manière selon les facteurs de protection ou de fragilité qu'on avait avant le confinement et avant le Covid. Certains enfants ont des soucis de santé physique, ont des soucis mentaux, ont des soucis de soucis sociaux. Ils vont pas vivre le confinement de la même manière que d'autres qui ont plus de facteurs de protection. Par exemple, ils ont des parents en bonne santé, ils ont des parents qui sont disponibles, voilà. Et le dernier aspect, c'est la longueur du confinement. Plus le confinement est long, et plus les enfants vont être fragilisés, ils vont être. En fait, ils vont en pâtir. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Alors, docteur Khaldi, vous êtes toujours avec nous. Je vous repose la question. Alors pourquoi les enfants ont-ils été si peu pris en compte dans la pandémie due au coronavirus? Donc, comme je le disais, les enfants ont bien été pris en compte, et d'ailleurs dans tous les pays du monde, et j'en veux pour preuve toutes les études observationnelles qui ont été conduites par les équipes. Seulement, le fait que les enfants n'aient pas été beaucoup atteints, ou très peu atteints, ou la proportion dans la population générale était faible, on a cette impression. Donc, toutes les équipes à travers le monde se sont occupées de dépister, de prendre en charge les enfants. Très vite aussi des observatoires avec un recensement du nombre de cas d'enfants atteints, d'enfants hospitalisés et exceptionnellement d'enfants décédés ont été mis en place partout. Je regardais même sur le site du ministère de la Santé en Algérie, il y a également en tout cas un recensement du nombre de cas chez les enfants de 0 à 18 ans. Oui. Alors, je vais vous proposer de regarder un reportage justement tourné à l'hôpital de Bab el Oued, tourné principalement dans le service Covid des enfants. Regardez, c'est un reportage signé Walid Yousfi. En charge les enfants atteints de Covid-19 dans l'hôpital Mohamed Dabbarine. Créé en mars dernier,
L'unité Covid de ce service de pédiatrie a accueilli jusqu'à aujourd'hui une 50aine de patients pour consultation. Et seulement 20 d'entre eux ont été hospitalisés. Dès le début, on a eu 2 cas d'enfants qui étaient atteints. Donc, ils étaient dans une famille qui était fortement contaminée. Et ils avaient quelques symptômes. Et on s'est rendu compte qu'il était nécessaire qu'on prévoie quelque chose pour ces enfants. Alors, heureusement, notre structure s'y prêtait parce qu'on avait une structure qui était isolée, qui avait une entrée indépendante, donc qui était idéale pour un tel service. Et on a imaginé un circuit où on pouvait recevoir les enfants, d'abord pour les évaluer, mais en même temps, on devait prendre des mesures pour protéger les soignants. Contrairement chez l'adulte, le coronavirus reste dans la majorité des cas sans gravité chez l'enfant. Pour la pédiatrie, heureusement, les enfants se contaminent beaucoup moins. Quand ils se contaminent, ils font des formes le plus souvent légères et il y a une très faible mortalité. Ces enfants ne sont pas hospitalisés longtemps. On a une moyenne d'hospitalisation de 2 à 3 jours. Celui qu'on a retenu le plus, c'est 1 semaine. Même si les enfants sont moins enclins à contracter le virus, la meilleure façon pour faire face à cette situation de crise reste la vigilance et le respect des gestes barrières. Il ne faut pas relâcher l'effort qui a été fait. Il faut encore continuer, même s'il y a un déconfinement progressif. Le virus est toujours là. On ne le connaît pas très bien, on ne sait pas comment il réagit, il peut nous surprendre, donc il vaut mieux prévenir que de regretter plus tard. Alors aujourd'hui, on a plusieurs mois de recul, hein, professeur Boufoursaoui, par rapport à la pandémie. Est-ce qu'on a suffisamment, beaucoup de choses ont été dites hein, sur le cas des enfants précisément, ils sont asymptomatiques, ils sont contagieux, ensuite ils ne sont pas contagieux. Alors est-ce qu'on sait finalement aujourd'hui comment ils réagissent au contact du virus? Alors il faut savoir maintenant déjà pour les chiffres qu'on a depuis hier déjà, jusqu'à hier, nous avons eu jusqu'à 10 107 Covid+, toute population confondue. Parmi ceux-là, il y a 350 enfants qui étaient Covid+, donc diagnostiqués Covid+. Ça, c'est déjà, ça représente à peu près dans les 3%. Oui. Ça rejoint un petit peu les chiffres qui sont retrouvés ailleurs. Ils partent dans le monde, ils partent entre 1 et 5% dans tous les pays. Oui. Alors, il faut savoir que l'enfant présente soit il est asymptomatique, soit il est peu symptomatique. Les formes sévères sont très peu chez l'enfant, contrairement à ceux de l'adulte. Donc, comment ils se présentent? Alors, soit ils sont asymptomatiques, soit ils présentent des symptômes, mais qui sont légers. Alors, c'est connu dans la famille finalement des coronavirus, parce que même pour par exemple le MERS ou le SRAS, les enfants réagissaient très bien, ils avaient des formes bénignes aussi également. Non, justement. Dans les cas des autres coronavirus. Le SARS-CoV-2, c'est le 7e coronavirus qu'on connaît maintenant, qui a été identifié jusqu'à maintenant. On connaissait depuis les années 60 4 types de coronavirus qui se présentent sous la forme des petites épidémies bénignes. C'est des épidémies cycliques qui arrivent soit chaque année, soit tous les 2 ans, mais qui sont des pathologies bénignes. Le MERS-CoV et le SARS-CoV-1, alors le SARS-CoV-1 qui a été identifié en Chine en 2002, celui-là, il a fait quand même beaucoup de décès. Il y a eu jusqu'à 8000 patients. Chez les enfants? Non, attendez, chez l'adulte. Parce que moi je parle des enfants. Oui, on va y arriver. Et il a fait des décès jusqu'à 10% sur les 8000 atteints. Il y a eu 0 décès chez l'enfant. Mais pour le MERS-CoV, qui a été identifié en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, mais il a démarré de l'Arabie Saoudite, et c'est le dromadaire qui a contaminé l'être humain. Celui-là, il y a eu 2500 patients atteints. Parmi les 2500, il y avait 40% de décès. Et dans la population pédiatrique, il y a eu quand même 6% de décès. Donc déjà, ça prouve que quand même, c'est des germes qui sont un petit peu... Et puis le 7e coronavirus, c'est le SARS-CoV-2 qui a été identifié. Donc ça a démarré en décembre
où les autorités chinoises ont remarqué des pneumonies d'étiologie inconnue chez des patients qui travaillaient soit au marché, soit aux alentours, ou qui habitaient aux alentours du marché de fruits de mer de Wuhan. Oui. Et à partir de là, les autorités chinoises ont alerté l'OMS. Le SARS-CoV-2 a été identifié en Chine par une équipe de l'OMS en janvier, le 7 janvier exactement. Pardon. Ensuite, bien sûr, il a été nommé le nCoV, le novel coronavirus. Ensuite, ça a été appelé par un groupe d'études du coronavirus comme SARS-CoV-2. Oui. Voilà. Professeur, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. La question initiale, c'est sur la propagation. Quel est le rôle des enfants dans la propagation de la maladie? Alors, l'enfant est le plus souvent asymptomatique. Donc, on a suggéré au tout début que c'est quand même un potentiel contaminateur. Oui. Et puis, d'où le confinement des écoles, d'ailleurs. Voilà. Et la fermeture de maternelle. Et puis, on est revenu là-dessus. D'ailleurs, il y a eu une étude récemment en France où un enfant qui était âgé de 9 ans qui était positif au SARS-CoV-2 et qui a fréquenté 182 enfants. Donc, il a fréquenté 3 écoles, une école de ski. Parmi ces enfants-là, personne n'a été contaminé. Même pas ces 2 frères n'ont pas été contaminés. Donc là, on parle de plus en plus que l'enfant, s'il est contaminé, c'est par rapport aux parents. La contamination, elle est intrafamiliale. C'est les parents qui contaminent les enfants en général. Et la contamination entre enfants, elle est très peu. Et la contamination de l'enfant vers l'adulte, bien sûr, elle est très, très peu. Oui. Docteur Khaldi, il y a eu de grandes craintes suscitées par la contagiosité qui peut être due à la circulation des enfants. D'ailleurs, on en parle avec le professeur Boufersaoui et mon autre invité, donc professeur Ousdir. Les informations ont changé là-dessus. Est-ce que vous pensez finalement que ce n'était pas nécessaire de fermer les écoles? En l'état de connaissance des choses aujourd'hui, on ne peut pas vraiment affirmer avec beaucoup de certitude que la fermeture des écoles était une erreur. En tout cas, pour stopper l'épidémie, je pense qu'il était nécessaire d'éviter que des personnes se retrouvent en grand nombre dans des environnements fermés. C'est ça qu'il faut considérer, parce que même si on avait gardé les écoles ouvertes, ça veut dire que des adultes, des professeurs, des stades de direction auraient continué à les encadrer, et ça aurait été un facteur pour entraîner la circulation, l'intensité de la circulation du virus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière et dire que c'est une erreur. En tout cas, ça a participé à freiner la dynamique de l'épidémie. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début, en tout cas en France, le confinement qui a été déclaré à peu près vers le 15 mars, et lorsque le président de la République française a déclaré la réouverture des écoles le 11 mai, en tout cas la réouverture des écoles, la levée du confinement à partir du 11 mai, on a assisté à une crainte des professeurs et des parents, le retour de ces enfants. Donc il y a eu des études, dont une a été conduite par le professeur Robert Cohen. Oui, j'aimerais revenir avec vous quand même sur un point qui est très important. Est-ce que vous disposez aujourd'hui, j'imagine que vous avez peut-être un peu plus de recul que nous ici en Algérie, étant donné que vous avez été touché avant nous, est-ce que vous disposez d'informations justement sur le rôle des enfants dans la contagion du virus? Oui, en effet, c'est ce que je voulais dire, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le plateau de télévision de mon confrère, c'est que effectivement nous disposons d'informations, de publications aujourd'hui, d'études observationnelles qui ont été conduites par plusieurs équipes aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, et dernièrement en France par le professeur Robert Cohen, qui est chef de service d'infectieux à l'hôpital de Créteil. Et pour ne citer que la dernière étude du professeur Cohen, elle a été conduite sur 603 enfants par 27 pédiatres de ville. Et cette étude a consisté à tester l'ensemble des enfants. Et je précise que la moitié de ces enfants présentaient des symptômes de Covid.
et l'autre moitié ne présentait aucun symptôme. Et sur ces enfants-là qui étaient positifs, on a fait des tests PCR qui sont revenus positifs à 600,5% sur l'ensemble de l'échantillon. Les conclusions du professeur Cohen et l'ensemble des pédiatres ayant participé à cette étude ont donné quelques explications sur le faible taux des enfants contaminés dans la population générale. Et les raisons, ils les imputent en tout cas à un très peu nombre de récepteurs du virus au niveau de la muqueuse, des cellules épithéliales, des voies respiratoires supérieures. Je m'explique. Dans la physiopathologie, qui est aujourd'hui un peu étudiée par tous les scientifiques à travers le monde, on a mis en évidence le rôle des récepteurs ACE2, qui est une enzyme qui capte le virus et qui permet sa pénétration dans les différents tissus. Chez l'enfant, les scientifiques pensent que chez l'enfant, il y a justement très peu de récepteurs sur les cellules épithéliales au niveau du tube digestif, dans les villosités, ainsi que à d'autres niveaux, parce que c'est le virus, la particularité de ce virus, c'est qu'il va aller s'installer, mais s'accrocher à différents tissus et provoquer la cascade, la cascade immunologique et inflammatoire. La deuxième raison qu'ils invoquent, et ça a été dit aussi par mon confrère tout à l'heure, c'est que les enfants sont exposés durant leur vie, à des virus. Oui. À des virus, et ce phénomène induit chez eux des réactions immunitaires permanentes. Et on pense que ces réactions immunitaires permanentes affaiblissent ensuite la réponse au Covid. Et c'est ce qu'on appelle, l'immunité croisée. La deuxième raison que le professeur Cohen et son équipe avancent, c'est aussi le fait que les enfants aient le nez qui coule constamment. Le fait qu'ils coulent beaucoup entraîne une espèce qui purge un peu toute la sphère ORL des virus qui peuvent s'accrocher. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, il évoque aussi un phénomène plutôt physique, c'est que la petite taille des enfants pourrait freiner la propagation du virus entre eux et vers les adultes. Vers les adultes surtout. Vers les adultes, ça c'est un phénomène. Donc, la contagiosité de l'enfant aussi, aujourd'hui, pose question. On n'est pas sûr que l'enfant ne transmet pas, comme on ne peut pas aussi confirmer qu'il le transmet. Une autre étude conduite à Genève, des hôpitaux en Suisse, a montré que la charge virale des enfants atteints, qu'ils étaient symptomatiques ou asymptomatiques, pouvait être identique à celle de l'adulte. Oui. Donc, on ne peut pas non plus imputer le nombre de virus que vous avez dans le sang à l'intensité de la symptomatologie. D'accord, docteur Khaldi, on revient à vous. Alors, on a abordé l'importance justement de la reprise de l'école ou le fait peut-être d'avoir fauté, d'avoir arrêté les écoles ou pas. De toutes les manières, aujourd'hui, nous ne disposons pas d'informations. De toutes les manières, cela a été inévitable. Les enfants vont reprendre l'école tôt ou tard. Alors, est-ce que ça aussi, ça peut être une source de stress, j'ai envie de dire, également ? Alors, le repère de l'école est un repère extrêmement important pour tous les enfants. C'est-à-dire, les enfants vivent en se réveillant tous les matins, en allant à l'école. Et puis l'école aussi, c'est l'endroit où ils vont retrouver les pères. C'est un conditionnement en fait. Non, ils retrouvent les pères, ils retrouvent leurs amis, leurs camarades, ils retrouvent leurs enseignants qui très souvent sont des figures identificatoires. Les enfants aiment beaucoup leur maîtresse, leur maître et s'identifient beaucoup. Et donc tout ça, ça a été parce que l'enfant est un être social avant tout. Et le fait d'avoir été privé de cette sociabilité, c'est quelque chose qui a affecté beaucoup les enfants. Après,
l'école a été fermée, on ne sait pas trop au jour d'aujourd'hui à tort ou à raison. On n'a pas encore assez de recul pour en parler. Mais c'est sûr que le fait que les adultes n'y aillent pas, ça a dû freiner la propagation du virus. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui si les enfants, encore une fois, comme mes collègues viennent de le dire, on ne sait pas vraiment s'ils sont vecteurs ou pas. Maintenant, les enfants, ils ont une éviction scolaire longue. Hein. Ils ont été arrêtés de l'école la mi-septembre chez nous. Et la mi-mars, pardon, ils vont reprendre qu'au début octobre. Donc ça fait une très longue éviction. C'est énorme comme éviction scolaire. Et du coup, il faut chamboule leur vie, hein. Il faut inviter les parents à garder certains rituels autour de la scolarité, c'est-à-dire reprendre des petites lectures, reprendre quelques cours, quelques petits exercices, de manière à ce que les enfants ne soient pas en rupture totale. Après, c'est quelque chose de difficile pour certains parents, mais moi, je connais, en consultation, on a vu beaucoup de parents qui ont continué à avoir une espèce de rythme scolaire en faisant réveiller les enfants à l'heure, en leur faisant faire quelques petits exercices, quelques activités à la maison. Pourquoi, professeur Ousder, pourquoi c'est si important de reprendre une activité de lecture ou faire l'école à la maison, j'ai envie de dire? Il ne faut pas vraiment faire l'école à la maison. Entre parenthèses. Il faut continuer à être dans des apprentissages. Parce que l'enfant a besoin d'apprendre tout le temps. Il se nourrit des apprentissages, il se nourrit de ce qui se passe autour de lui. Et le fait d'avoir interrompu l'école, tout ça a été avorté d'une manière assez brutale. Les apprentissages... On n'est pas obligé de mettre les enfants sur des apprentissages scolaires, pédagogiques réels. L'essentiel, c'est continuer d'apprendre. Il peut continuer à apprendre comment on fait un gâteau, il peut continuer à apprendre comment les astres, à travers une émission d'histoire, une émission scientifique, une émission sur l'univers, sur C'est important pour son évolution cognitive, par exemple? C'est important pour qu'il puisse ne pas rompre avec les apprentissages. Pour qu'ils puissent reprendre demain. Et il faut toujours garder dans la tête des enfants, il faut continuer à les préparer à une éventuelle reprise. Que les vacances, ce n'est pas des vacances éternelles. Oui, qui s'éternisent vraisemblablement. Alors le chiffre, professeur Boufelsaoui, les chiffres de l'OMS indiquent que les enfants ont 100 fois moins le risque d'être hospitalisés que les adultes. Hein, je parle bien sûr du cas du Covid-19. 1000 fois moins le risque de développer une forme grave, 10 000 fois moins le risque de décès. Comment expliquer les formes graves quand même qui ont causé des décès, qu'on le veuille ou pas, chez les enfants? Ça reste un nombre très, très, très petit par rapport à ce qui se passe chez l'adulte. Donc ma collègue tout à l'heure, elle a expliqué quelques raisons pour que l'enfant ne fasse pas beaucoup d'infections et il ne fasse pas d'infections sévères. Maintenant, ces derniers temps, il y a eu des cas sévères qui ont causé peut-être quelques décès ici chez nous, mais même ailleurs, mais très peu de décès. C'est le fameux syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Parce on a parlé beaucoup de la maladie de Kawasaki. Voilà, au départ, on a parlé de myocardite aussi, c'est une inflammation cardiaque. Au départ, justement, on l'appelait Kawasaki-like. Ensuite, comme il y a eu beaucoup de cas, surtout en Europe et aux États-Unis, très peu de cas en Chine, et pourtant c'est une maladie qui est plus fréquente en Asie. Donc les choses se sont un petit peu changées. Et puis l'OMS, maintenant, c'est clair, et on parle de syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant. C'est des enfants d'âge moyen de 10 ans à peu près, qui présentent une défaillance multisystémique, notamment dans 100% des cas, ils présentent des signes plutôt cardiaques. À type de... C'est-à-dire c'est des enfants prédisposés en fait? Pas spécialement. Pas spécialement. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup d'entre eux qui étaient porteurs de comorbidité, mais il y a eu les autres aussi qui présentaient donc des signes sévères de défaillance multisystémique, essentiellement les signes cardiaques chez 100% des enfants. Une myocardite, une défaillance du cœur gauche, un choc cardiogénique, une péricardite qui n'est pas très fréquente dans le syndrome de Kawasaki. Et c'est des enfants qui ont bien évolué sous immunoglobuline. Il y a eu très peu de décès, même dans ces cas-là.
Donc, et puis, ces enfants-là présentaient très peu de symptômes respiratoires. C'est surtout des signes digestifs et une défaillance multisystémique. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que vous savez très bien que la maladie de Kawasaki, elle a une prédominance saisonnière. Elle apparaît au printemps et en hiver. Et on est en plein printemps. Donc, il y a eu cette supposition que peut-être que c'est le coronavirus qui a causé. D'ailleurs, parmi le lot de ces enfants-là dans tous les pays, on va dire la moitié était Covid+. C'est une maladie qui survient chez des enfants d'âge moyen de 10 ans, alors que le Kawasaki, dans 80% des cas pratiquement, il survient chez un enfant entre 6 mois et 5 ans. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'on a dit Kawasaki-like, ça fait un petit peu partie des formes atypiques du Kawasaki. Mais on n'est pas sûr. Donc d'autres recherches vont peut-être nous révéler la réalité de ces suppositions-là. Je le disais au tout début de cette émission, 12 enfants atteints du cancer admis à l'établissement hospitalier Les Mers Abdelkader d'Oran, donc à l'ouest du pays, ont été testés positifs au coronavirus. Ça s'est passé cette semaine, vous le savez, professeur. Alors, ce sont des enfants donc immunodéficitaires. Quel risque sur ce genre d'enfants existe? On sait très bien que dans la maladie de Kawasaki, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Les facteurs de risque qu'on cherche chez tout enfant qui est suspect de Covid+. Parmi les facteurs de risque qu'on connaît, c'est l'âge moins de 3 mois, c'est l'obésité. Et c'est l'existence d'une pathologie chronique, qu'elle soit cardiovasculaire ou neurologique ou respiratoire. Et donc, bien sûr, parmi ce lot de patients à risque, il y a les déficits immunitaires, soit innés, soit acquis, par le traitement continu les néoplasies, par les enfants qui prennent des traitements immunosuppresseurs, par exemple long cours, notamment les corticoïdes. Voilà, ça c'est les enfants qui sont plus à risque de développer la maladie, ils sont plus à risque de développer des formes sévères de la maladie. Voilà, peut-être ça explique cette série d'enfants à Oran. Alors, professeur Oussedeq, les Chinois ont déjà publié, on a beaucoup de recul, on le dit depuis le début de cette émission, beaucoup de recul sur la pandémie, mais les Chinois, peut-être qui nous devancent un tout petit peu, ont déjà publié des travaux qui nous donnent donc déjà des indicateurs. Une étude, par exemple, réalisée auprès de 3200 élèves chinois au primaire, après 30 jours donc, de confinement, montre que 37% d'entre eux étaient inquiets d'être atteints par le virus, 22% ont manifesté des symptômes dépressifs et 19% des symptômes anxieux significatifs. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ou s'attendre à voir des répercussions semblables à cela chez nos enfants? De l'anxiété, de la dépression? Oui, non, le confinement, plus il s'allonge, plus on va avoir de risques, de répercussions, de troubles mentaux sur les enfants. Ben, entre autres, oui. C'est-à-dire, nous, par exemple, dans notre service, on a mis en place la possibilité de nous joindre par Skype ou via les réseaux sociaux. Et on a eu pas mal d'enfants qui ont manifesté des crises d'angoisse, des états de panique, des enfants qui ont présenté comme de l'agrippement. Tout d'un coup, ils ne pouvaient plus se séparer de leurs parents alors qu'ils sont en âge d'être complètement séparés. De grands enfants de 8-9 ans qui sont mis à aller au lit de leurs parents, à s'agripper. D'autres enfants sont mis à avoir de la régression autour du cycle du sommeil, de l'appétit. Et il faut savoir que plus l'enfant est jeune, plus il va manifester ses anxiétés, son angoisse à travers son corps. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va se voir sur son corps, sur son sommeil, sur son alimentation. Ça va être plus des choses qui vont être vécues à travers le corps. Après, il y a des enfants plus grands qui ont vraiment montré des paniques attaques, des enfants qui n'ont pas supporté être confinés, qui ont fait des crises d'agitation, qui ont montré de l'opposition. Donc, pour l'instant, on n'est pas à faire des études, mais je pense qu'avec mes confrères, on va devoir, dans quelques temps, commencer à faire une étude sur tous les enfants qu'on a reçus durant le confinement. Et je pense qu'on va avoir des enfants... Est-ce qu'il y a des profils, ce qu'on appellerait des profils à risque, ou ce sont des enfants tout à fait normaux?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est des enfants en général qui ont des facteurs on parle de facteurs de protection et de facteurs de vulnérabilité. Par exemple, un enfant qui a déjà des problèmes de santé, par exemple, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, ces enfants-là ont été très fragilisés durant la période du confinement. Très mal vécu parce que le fait d'être enfermés. C'est des enfants qui ont des rituels, qui ont l'habitude de se réveiller le matin, d'aller à leur centre, qui ont l'habitude d'avoir, de sortir, d'avoir des activités, et tout à coup, tout leur rituel qui les tenait a été chamboulé. Ont été complètement détruits. Et du coup, c'est des enfants qui ont présenté de très graves troubles du comportement. Certains d'entre eux, les parents étaient tellement mal, ils nous ont contactés, on a dû les mettre même sous traitement. Donc, d'autres enfants, par exemple, les enfants qui ont des troubles de l'hyperactivité, vous vous rendez compte de confiner un enfant qui a l'habitude de bouger, un excès d'énergie, de sortir, voilà, et qui se trouve confiné à la maison, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas, voilà. Faut dire et aussi donc ces enfants-là, je pense qu'ils ont été plus touchés que les autres. Oui, il faut dire aussi que le comportement des parents est très important dans cette situation, parce que les enfants agissent aussi souvent comme une éponge, ils absorbent un peu le stress de leurs parents aussi. Oui, alors vous faites bien de parler de l'environnement de l'enfant, parce que l'enfant, il va vraiment... L'environnement de l'enfant, c'est les lunettes à travers lesquelles il regarde ce qui l'entoure. C'est-à-dire les parents, l'enfant va regarder le monde à travers les yeux de ses parents. Et donc, s'il a un environnement qui est stressé, qui est angoissé, qui n'est pas sécure, l'enfant, bien sûr, il va puiser de ses émotions, il va se les approprier et il va se sentir très mal. Et donc, c'est pour ça que dans tous les plateaux télé que j'ai vus jusque-là, les professionnels ont invité les parents à faire un travail sur eux-mêmes et être zen, être au calme, de manière à ce que les enfants soient sécures. Et puis qu'ils observent le fait que les parents, par exemple, observent les gestes barrières, se lavent les mains, respectent la distanciation sociale. Ces gestes-là, pour les enfants, ont été rassurants. De voir les parents se conformer à mettre un masque, de fait de voir leurs parents se conformer aux gestes barrières, ça a été rassurant pour ça les mettait en confiance. Ça rassure beaucoup les enfants. Oui, je pense que c'est une question à laquelle dans l'ensemble vous avez répondu, mais j'insiste parce que c'est très important pour les gens qui nous regardent, pour les parents d'une manière générale. Vous avez parlé particulièrement des enfants fragiles, mais pour un enfant normal, par exemple, pour savoir s'il va bien ou pas, qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Quels sont les signes auxquels on doit être attentif? Vous savez, les parents sont les spécialistes de leurs enfants. Donc chaque parent est spécialiste de son propre enfant, il connaît ses rituels, il connaît ses habitudes, il connaît son comportement. Et donc aux parents d'être attentifs à tout changement de comportement chez les enfants depuis le confinement. Ça peut être dans le sommeil, ça peut être dans l'appétit, ça peut être dans... vous savez, les crises d'opposition, ces enfants qui deviennent très irritables, qui commencent à avoir... à réagir. Pleurent peut-être pour rien aussi. Comment? Oui, ils peuvent devenir très émotifs, très irritables, et qui réagissent au quart de tour, qui ne supportent aucune remarque. Les parents doivent être attentifs à tout petit changement qui... Après, il y a des enfants qui disent vraiment, qui ont la capacité, les compétences de pouvoir dire leur mal-être, qui peuvent dire, mes copains me manquent, ma maîtresse me manque, j'ai envie de sortir, je n'en peux plus d'être à la maison, je me sens enfermée, je me sens prisonnier. Et en fait, le fait de mettre des mots sur son ressenti, déjà, peut-être offrir aux enfants des espaces de parole, des espaces où ils peuvent dire leur mal-être et leurs difficultés à vivre le confinement. On va poser peut-être la question à Dr Khaldi. Alors, on parle un peu sur les répercussions psychologiques sur l'enfant de cette crise inédite. Alors, la période qui arrive va-t-elle nécessiter, selon vous, une attention particulière concernant les enfants qui ont traversé cette crise ? Oui, en France, en tout cas, nous sommes dans la période de déconfinement, de la reprise un peu de l'école pour les classes élémentaires. Aussi, on reçoit, parce que, par exemple, là où je travaille, à l'UGCAM, nous avons des structures qu'on appelle les instituts éducatifs et thérapeutiques, où on accueille des enfants avec des troubles du comportement. Nous avons aussi
des établissements qui gèrent des enfants autistes et des camps pour la gestion des enfants anciens prématurés. Et on est en cours d'études, hein, parce qu'on est un peu friand ici des études, et à observer, à recueillir un peu les observations des parents pendant cette période et les observations des professionnels lors de l'accueil de ces enfants. Ce que je peux aussi ajouter, c'est que pendant la période de confinement, les professionnels des établissements qui accueillaient avant qui étaient fermés et qui accueillaient ces enfants-là, ont continué à suivre, notamment des psychologues, ont continué à suivre ces enfants fragilisés par leur pathologie dans leur domicile, justement pour détecter les situations à risque et les situations complexes. Ma collègue, le professeur Ossadir, venait de dire que les manifestations parfois exacerbées par le confinement, telles que des troubles du sommeil, des situations de troubles comportements nouveaux qui n'existaient pas avant pouvaient être observés, oui. Eh bien, les thérapeutes se sont attachés à les poursuivre. Dans cette période de déconfinement, et peut-être aussi le retour des enfants tard vers septembre-octobre à l'école va révéler d'autres troubles. C'est une crise inédite, d'une ampleur inédite qui nécessite des temps d'observation, un accompagnement de tous les moments. Et on est peut-être un peu à chaud en ce moment pour évaluer la situation. Et bien sûr qu'il faut libérer la parole, écouter pendant cette période. Et je crois qu'un retour d'expérience avec des outils adaptés d'évaluation des répercussions de nos systèmes de santé, de notre société de façon générale et de la cellule familiale sur les enfants, les adultes aussi, hein, parce que l'angoisse des parents, l'angoisse de l'entourage des enfants, aussi ont joué un rôle dans le stress de subir les enfants, il ne faut pas le négliger. Oui. Vous avez touché un mot sur le déconfinement. En Algérie aussi, on s'y apprête. Dans 2 jours, on parle déjà de la reprise des transports. Quel comportement doit-on avoir? Comment être suffisamment prudent en se préparant au déconfinement? Alors, merci de poser cette question parce que quand j'avais, en tout cas moi au niveau de l'UGCAM, j'étais directeur de gestion de crise pour nos établissements, je disais à mes collègues, on est en train de vivre la période la plus facile, le confinement. D'un point de vue organisation, c'est plus facile de confiner que de déconfiner. Ce qu'on a vécu, l'expérience qu'on a de ces dernières semaines de déconfinement, c'est que la période de déconfinement est très difficile à gérer. Parce que les mesures que vous mettez en place, la mise en œuvre est très difficile chez la population générale. Elle est cadrée dans des structures de santé. Elle est beaucoup plus difficile à mettre en place dans des environnements à l'extérieur parce que dans les transports, vous ne savez pas comment les personnes vont se comporter dans tous les lieux publics. En tout cas, le mot d'ordre, ça reste les mesures barrières. L'apprentissage, que ce soit pour les enfants ou les adultes, des mesures barrières, le lavage des mains, comment éternuer, comment se toucher, ne pas se toucher, la distanciation sociale et la distanciation physique sont 2 facteurs essentiels dans la prévention de nouvelles contaminations. Oui. Professeur Boufersaoui, l'OMS alerte sur la situation qui s'aggrave dans le monde, notamment en Amérique latine. Il y a aussi des pays qui font face à une recrudescence comme l'Iran, par exemple. Chez nous aussi, aujourd'hui, une semaine à peu près après le début du déconfinement, il y a des wilayas qui ont enregistré des chiffres qui sont croissants, donc des chiffres croissants. Qu'est-ce que vous pensez finalement de tout cela? Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie est derrière nous? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'effort de prévention? Parce que peut-être que parfois il aurait fallu agir en amont et on ne l'a pas fait. L'effort de prévention, il a été fait. Peut-être qu'il n'a pas été complètement fait, mais il a été fait. Hein. Moi, je me rappelle des moyens que l'État a donnés aux hôpitaux, par exemple, pour justement faire de la prévention au sein des personnels de santé, pour faire le dépistage. On voit l'amélioration de jour en jour. Le dépistage, ça a été le point noir de la gestion de la crise. Oui, mais ça s'améliore. Ça s'améliore. Il n'y a pas de souci, ça s'améliore. Seulement, sur le plan général, moi, je ne peux rien dire parce que il y a une sorte d'inconscience collective.
Il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, ne croient pas à l'existence de cette maladie. Et c'est ça le plus dangereux. Donc, on leur dit à longueur de journée, dans les plateaux de télé, dans les journaux, les mesures les plus essentielles, d'ailleurs, qui ont été dites par l'OMS depuis longtemps, c'est les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est quoi? C'est de se laver les mains régulièrement. C'est facile, c'est du savon et de l'eau. Et bien sûr, quand on est en dehors de la maison, en dehors du travail, il y a toujours la solution hydroalcoolique. De faire la distanciation physique, c'est très important. De ne pas, quand on tousse par exemple, il ne faut pas tousser dans porter les mains. Le masque aujourd'hui, c'est obligatoire. Porter le masque chirurgical, et maintenant on a validé le masque alternatif pour tout le monde, et ça protège de façon... Alors la conjonction de toutes ces mesures, ça permet d'éviter la contamination d'un patient à un autre, et donc de lutter contre l'épidémie. Tant que ces mesures sont mal faites, bien sûr que l'épidémie continue, elle va continuer. Je pense que l'effort doit être encore fait. Il a été fait bien sûr, mais il doit être encore fait dans ce sens-là. Parce qu'on a vu que pour les traitements, vous avez vu que les contradictions des uns et des autres à l'échelle internationale, ce qui est le plus essentiel, qui est efficace contre la propagation du virus, c'est bien sûr les mesures barrières. Oui. Professeur Osdir, la même question à peu près. Comment voyez-vous aujourd'hui la situation alors qu'on commence déjà à déconfiner? On remarque qu'il y a une recrudescence de cas dans certaines wilayas. Je cite par exemple la wilaya de Sétif. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'épidémie est derrière nous, parce que ça a été dit par certains experts, ou que au contraire, il y a un effort de prévention qui n'a pas été fait? Moi, je suis aussi d'accord. Hein, la prévention a été faite, elle a été médiatisée. On a entendu de partout qu'il fallait absolument respecter les gestes barrières. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas vraiment suivie. Moi, en venant ici, j'ai rencontré très peu de gens portant correctement le masque. Les gens sont dans une proximité qui ne respecte pas la distanciation physique. Et voilà. Et si les enfants, puisqu'on parle, l'émission est consacrée aux enfants, si les enfants voient que les adultes ne respectent pas ces mesures barrières, ben, ils ne vont pas le faire. Alors que le contraire est vrai. Et du coup, donc, oui, la prévention, il faut continuer, à mon sens, il faut continuer. Je pense qu'on va passer l'été avec les moyens de prévention et à porter les masques, à faire de la distanciation sociale, à se laver les mains. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, la pandémie n'est pas encore derrière nous. La pandémie, je ne pense pas qu'elle est encore derrière nous. Docteur Khaldi, justement, on parle, mes invités sont d'accord sur le fait que l'épidémie n'est pas, ou la pandémie n'est pas derrière nous. Est-ce qu'on n'est pas, ou est-ce qu'on est aujourd'hui finalement exposé à une deuxième vague avec le déconfinement qui est en train de se faire partout, qui peut induire aussi un comportement, j'ai envie de dire, un relâchement aussi de la population? Oui, j'entends votre question. Je voudrais juste rebondir sur votre question tout à l'heure sur la prévention et les réponses de mes collègues sur lesquelles je suis tout à fait d'accord. Seulement, je voudrais ajouter que la prévention, c'est une culture. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que le Covid est arrivé que subitement on peut croire, parce qu'on a formé les personnes aux gestes barrières, que systématiquement ça va se mettre en place. Je suis dans un environnement où d'ailleurs j'étais à un moment donné de parcours professionnel en tant que médecin responsable du comité de lutte contre les infections nosocomiales, inculquer déjà à des professionnels de santé des mesures d'hygiène, c'est très difficile. Et encore, à la population générale, c'est encore plus difficile. Donc je crois que les efforts devront être redoublés dans l'avenir pour faire de la prévention, et notamment en ce qui concerne les infections nosocomiales dans les hôpitaux et les infections tout court dans l'environnement extérieur, donc l'environnement naturel, une priorité de santé publique, parce qu'on n'est plus à l'abri aujourd'hui d'autres infections de cette ampleur. Pour revenir à votre question sur le risque d'une deuxième vague, c'est la question qui préoccupe tous les scientifiques aujourd'hui. On en discute tous les jours. Personne n'a la réponse définitive. Personne ne peut certifier qu'on va vivre une deuxième vague. En tout cas, il y a des risques que cela arrive. Parce qu'il y a quelque chose sur ce virus
aussi mystérieux qu'il soit, on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas à ce jour la contagiosité de ce virus. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à faire sortir nos patients qui ont été atteints de Covid parce qu'on ne connaît pas la durée de persistance du virus dans les excrétions. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui. Et on peut s'attendre, après cette période de déconfinement, peut-être à une deuxième vague. Certains de mes collègues qui nous entourent, infectiologues, réanimateurs, craignent beaucoup la période de septembre-octobre. Peut-être qu'on va vivre une vague. Après, son intensité, son ampleur, on ne peut pas aujourd'hui, avec l'état des connaissances, certifier qu'elle va arriver. Ce virus reste mystérieux. Je voulais aussi ajouter quelque chose de très important. Une des particularités de ce virus, c'est que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas de l'humanité, de l'histoire de la science, qu'un virus se comporte de façon différente selon l'âge, selon, c'est-à-dire l'hôte qui va l'héberger. On n'a jamais vu ça, parce que tous les virus, toutes les bactéries donnaient à peu près les mêmes symptômes, que vous soyez adulte, que vous soyez enfant, que vous soyez malade, que vous soyez sain. Et c'est ça la particularité de cet de ce virus. Oui. Quant à une deuxième vague, peut-être qu'elle arrivera et j'espère qu'on sera mieux préparé. En tout cas, en termes d'équipement, en termes de mesures barrières et de prévention dans tous les environnements. Oui. En fait, sur la prévention, j'ai envie de revenir sur ce point. Sur la prévention, je vous avais suivi un peu ce qui s'est passé en Algérie. Je voulais revenir particulièrement sur les mesures qui ont été prises, notamment le confinement et le déconfinement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a été dangereux quand même, dans notre cas précisément, d'avoir pris des décisions à fur et à mesure du développement de la pandémie au lieu d'anticiper ? Pour anticiper l'épidémie en Algérie ? En fait, il fallait anticiper, mais ce qui a été fait, c'est de prendre des mesures à fur et à mesure que la pandémie progressait. Oui, mais de toute façon, le monde entier aujourd'hui est en train de se poser les questions de savoir si tout a été fait à temps ou pas. Sincèrement, moi, je ne peux pas faire le procès à n'importe quel gouvernement, à aucune équipe, parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaissait pas. On aurait pu peut-être anticiper, mais dès que l'épidémie s'est propagée en Chine et a commencé à gagner un peu l'Europe, parce que les pays dans le continent africain et le continent d'Amérique a été un peu décalé de 2-3 semaines, peut-être que ces pays-là auraient pu prendre des mesures comme par exemple équiper la population générale de masques, les inciter aux mesures barrières, les inciter à porter des masques. Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on va tirer les enseignements de cette crise pour être mieux préparé, peut-être à une deuxième vague, peut-être à une autre épidémie plus tard. Aujourd'hui, on assiste à l'avènement d'un nouveau virus qui ne ressemble à aucun autre virus dans le passé. Peut-être qu'on sera exposé, que la planète Terre sera exposée dans l'avenir à d'autres virus d'une telle violence, ou peut-être plus, on n'en sait rien. Mais en tout cas, les mesures barrières, la prévention, l'hygiène, désormais, moi je pense que, puisqu'on parle beaucoup de changements dans l'avenir, c'est ce qui doit aujourd'hui, ça doit être inscrit dans toutes les politiques de santé comme un principe fondamental pour la lutte contre les infections, qu'elles soient nosocomiales ou qu'elles soient dans l'environnement naturel. Oui. On a parlé tout à l'heure du déconfinement et de la probabilité justement de la reprise, peut-être des maternelles un peu avant les écoles. Comment peut-on imaginer la reprise, professeur Ousdir? Quelles sont les mesures peut-être qu'on devrait prendre pour que ce soit fait de la manière qui protégerait au mieux nos enfants? En tout cas, la reprise scolaire, elle est reculée jusqu'au mois d'octobre. Oui. Voilà. D'ici là, on verra bien comment les choses vont se passer. Mais
les pays qui ont repris, par exemple, si on voit le modèle français, ils ont repris d'une manière très très progressive, en remettant pas tous les enfants en même temps dans les écoles. C'est quelque chose d'assez complexe, hein, c'est compliqué. Oui, elle le disait tout à l'heure, docteur Khaldi, que c'est plus difficile de déconfiner que de confiner. Nos classes sont pléthoriques. Comment refaire une reprise scolaire avec des classes aussi importantes? On n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes... Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de dire aux enfants, c'est qu'il faut absolument qu'ils apprennent déjà dans l'été, avant la rentrée scolaire, il faut qu'ils apprennent à toutes ces mesures barrières, toute cette hygiène, à se laver les mains plusieurs fois par jour. Oui. Combien d'enfants se lavent les mains? L'éducation à la santé, en fait. À l'hygiène. Oui, à l'hygiène. Revenir à l'hygiène. Ce que disait notre collègue, la docteur Khaldi, est extrêmement important. Les enfants doivent revenir, avant de revenir à l'école, il faut qu'ils reviennent à une hygiène quotidienne, pluriquotidienne, se laver les mains. Le port des masques, il faut que ça devienne quelque chose de presque... oui. Ordinaire, absolument. Normal. Il faut que les enfants apprennent à sortir à l'extérieur avec un masque, de manière à ce que la reprise scolaire puisse se faire. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un virus, on n'a pas de spécialiste du coronavirus. C'est un virus avec lequel on est en train de faire connaissance. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses. C'est ça la complexité, justement, c'est qu'on est... Le gros souci, c'est que tous les jours, il y a de nouvelles informations. Tous les jours, on a quelque chose de nouveau. On ne sait pas trop comment on va se comporter avec ce virus. D'accord. Professeur Boufelsaoui, il y a un point qu'on a omis de citer, d'aborder, c'est les traitements. C'est un point très important. Alors, qu'est-ce qu'on prescrit finalement pour les enfants? Est-ce qu'ils sont mis Alors aussi là, sous c'est très clair dans les recommandations émises justement par un groupe d'experts du ministère de la Santé. Oui. Et ils sont affichés dans toutes les structures sanitaires. Alors, il y a une classification. À partir de la classification de notre patient, on adapte un traitement. Alors, comment on fait la classification? Justement, quand c'est un enfant qui est peu symptomatique, quand il n'a pas de symptômes respiratoires, on le classe comme étant... c'est un cas très léger, donc on ne le traite pas. On le renvoie chez lui, on le confine, et puis on demande aux parents de faire une surveillance active, de surveiller la température, et on leur montre quels sont les symptômes pour lesquels ils doivent être alertés et nous le ramener, quitte à avoir un suivi justement par téléphone. Oui. Pour les, si j'ai 2 minutes, allez-y. Voilà. Pour les cas légers, pour les pneumonies légères à modérées, là, c'est des enfants qui seront hospitalisés. Pour les pneumonies graves, ça veut dire que c'est des enfants qui présentent des signes pulmonaires avec une hypoxémie, avec une saturation du sang en oxygène qui est moins de 92%. C'est des enfants à hospitaliser. Et pour les cas graves, c'est des enfants qui présentent une hypoxémie, des lésions à la TDM, au scanner thoracique, et qui présentent aussi des signes de gravité, des signes de gravité tels que un choc ou une atteinte cardiaque. Ceux-là, les formes graves sont hospitalisés en unité de soins intensifs et donc ils nécessiteront peut-être un support respiratoire. Pour les cas légers à modérés et pour les cas graves, on les hospitalise dans une unité Covid conventionnelle. Les traitements, c'est chez les enfants de plus de 12 ans, c'est le traitement de l'adulte. C'est un comprimé 3 fois par jour pendant 10 jours de l'hydroxychloroquine. Pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est de l'hydroxychloroquine, 10 mg par kilo par jour, en 2 prises pendant 7 jours, associé à l'azithromycine, bien sûr, comme chez les enfants de plus de 12 ans. Associé à l'azithromycine, pour les enfants de moins de 6 ans, ça, ce n'est pas de notre ressort. On les envoie à l'hôpital d'El Qatar où les infectiologues peuvent les mettre sous antiviraux. Ils ont l'habitude de manipuler les antiviraux. Ils utilisent en général les antiviraux qui sont utilisés pour le traitement du VIH. Oui. Voilà. D'accord. Bien sûr. Docteur Khaldi, on termine avec vous sur une question justement sur les leçons peut-être à tirer de cette crise. Juste par rapport à ce qui vient d'être dit là, par rapport au traitement
Brièvement, j'ai entendu mon brièvement, confrère brièvement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ah oui, on arrive à la fin. Donc oui, en tout cas, chez nous, en France, le traitement est purement symptomatique, hein. Les cas rares de réanimation, ils sont traités par des mesures un peu plus intensives. Alors pour conclure, puisque vous me demandez de conclure un peu, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que c'est un virus qu'on ne connaît pas. Ma consoeur, le professeur Ossedir, disait que nous n'avons pas aujourd'hui de professeurs, de médecins, de spécialistes du Covid. On est en train d'écrire un peu, nous participons tous à l'écriture de l'histoire du Covid par nos observations. C'est un virus qu'on ne connaît pas, nouveau. On apprend tous les jours. On n'est pas à l'abri aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut tirer, c'est qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles épidémies, que la prévention, c'est quelque chose de très très important. Moi, j'ai lu dans tous les programmes des politiques de santé en Algérie, il y a des décrets, il y a des lois. Moi, je trouve que leur application n'est pas encore suffisante, qu'il va falloir les renforcer avec des comités de lutte contre les infections nosocomiales à l'extérieur, des campagnes d'éducation à la santé à l'extérieur vers la population générale. Ça reste la clé de réussite, la clé de succès face à n'importe quelle infection, épidémie ou pandémie. Voilà. Merci. Ce que je voudrais dire. Oui. Ensuite, sur les conséquences à l'école, et ma collègue l'a encore dit, c'est pas tant l'apprentissage qui pose question aujourd'hui, parce que à leur âge, les enfants vont rattraper. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on est en train de vivre et qu'ils comprennent qu'eux aussi, on arrive à leur faire comprendre les conséquences. Ça a été dit tout à l'heure à l'école, comment apprendre à aussi qu'ils gèrent l'hygiène. Oui. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Dr Khaldi. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci, professeur Ossedir, d'avoir enrichi le débat. Merci, professeur Boufersaoui. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir.